Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Comment analyser ses performances après une compétition ratée ? Souvent, quand on a raté en compétition, quand on n'a pas atteint le résultat qu'on voulait, on a tendance à vouloir mettre un grand coup de pied dans ce qui s'est passé, le mettre derrière soi, essayer de l'oublier parce que la frustration est trop forte. Et je voudrais te raconter la séance que je viens de vivre avec un snowboarder après la dernière Coupe du Monde qu'on a débriefé ensemble, dans laquelle il est arrivé en me disant, parce qu'on fait des séances pour débriefer les compètes, et il m'a dit, voilà, ça n'a pas marché. Et en fait, moi, quand j'entends un « ça n'a pas marché », ce que j'entends, c'est une généralisation. Je ne crois pas que tout n'a pas marché. Je tombe pas dans son jeu. Quand quelqu'un me dit « ça n'a pas marché », je me dis « qu'est-ce qui spécifiquement n'a pas marché ?» Et quand je commence à faire ça, ensuite, on tombe sur des mines d'or. Pourquoi c'est important ce qu'on va voir dans cet épisode ? Parce que ceux qui ne font pas ça font l'erreur de mettre à la poubelle tout ce qui s'est passé. Et peut-être que l'erreur la plus commune que j'ai remarquée dans le monde du sport ces 6 dernières années, chez les skieurs en tout cas, c'est si une manche, il y a 52 portes dans la manche, et que l'athlète fait les 49 premières portes super bien, à son meilleur niveau, et que l'athlète fait une faute à la 50e et sort, et du coup n'obtient pas de chrono en bas. L'athlète est dégoûté de sa manche et rejette toute la manche et se dit « je suis nul, j'aurais jamais dû faire ça, que ce soit une fille ou un garçon ». J'ai énormément rencontré ça chez les ados que j'ai entraînés en ski. Et ce qui est dommage, parce que l'entraîneur, lui, souvent, est très excité d'avoir vu l'athlète performer si bien entre les portes 1 à 49, ce qui fait que d'ailleurs, comme c'était la première fois que l'athlète skiait si vite en lâchant les chevaux entre toutes ces portes, l'athlète est arrivé avec tellement de vitesse dans les dernières portes que ce sportif s'est retrouvé à faire une faute et à sortir. Mais finalement, performer, c'est sans doute être capable de skier super bien des portes 1 à 49 et réussir à faire ça jusqu'au bout, plutôt que de skier beaucoup moins vite en étant crispé et sur la retenue jusqu'à la porte 49 pour être sûr de ne pas se rater à la 50e. Et là où je veux en venir, c'est que si les sportifs ne sont pas attentifs, et je vais te parler du snowboarder en Coupe du Monde dans un instant, s'ils ne sont pas attentifs à qu'est-ce qui a marché spécifiquement et qu'est-ce qui n'a pas marché spécifiquement, ils vont généraliser et ça va sans doute les empêcher de progresser. Notamment parce que une façon pour le cerveau d'évoluer, c'est d'obtenir du feedback positif. Après tout, savoir faire un nouveau mouvement, par exemple savoir faire un salto arrière, ce n'est rien de plus que de nouvelles connexions neuronales dans le cerveau, des neurones qui avant n'étaient pas connectés entre eux et le deviennent. Alors bien sûr, il y a ceux qui vont me dire, et les kinés, qu'il y a aussi des choses dans les muscles qui se passent, etc. Oui, bien sûr, mais d'abord tout ça, ça part du cerveau. Et c'est ces nouvelles connexions dans le cerveau qui font qu'on va être capable de réaliser le mouvement. D'ailleurs, pour ceux qui font du freestyle, pour ceux qui font de la gymnastique, pour ceux qui plaquent des figures et qui m'écoutent, il y a souvent un moment où on ne sait pas faire et puis un moment après où on sait faire, on a l'impression qu'il y a une connexion dans la tête qui existe alors qu'avant elle n'était pas présente. Et en fait, pour que les neurones ils renforcent leur connexion entre eux, eh bien, il y a besoin que l'axone, là, le truc qui fait le lien entre les deux neurones, il se renforce. Alors, certains diront qu'avant, c'est une petite route ou c'est une route qui n'existe pas et puis après, ça devient une autoroute. Concrètement, dans les termes techniques, ce que ça veut dire, c'est que la gaine de myéline autour de l'axone va grossir, va s'épaissir et ça va faire que l'influx nerveux transite notamment plus rapidement. Pourquoi c'est important ça ? Parce que ça signifie que pour qu'il y ait un apprentissage, et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, pour qu'il y ait cet apprentissage, il va y avoir besoin que l'axone soit renforcé, que la myélinisation se fasse, qu'il y ait de plus en plus de couches autour du neurone, un petit peu comme une gaine accélératrice, qui ferait, vous savez, comme dans les films ou les jeux vidéo, où je crois les nouveaux trains qui se développent en Asie, là, où on met le train dans une espèce de capsule, dans un tunnel capsule, le train, il est même pas attaché à un rail, il est comme en train de flotter, et ça lui permet d'aller plus vite. C'est un peu ça l'image que vous pourriez avoir de l'apprentissage dans le cerveau. Et pour pouvoir arriver à ça, eh bien, on a besoin de feedback positif. Pour apprendre, on a besoin de sentir que ce qu'on fait, ça fonctionne. C'est comme ça que l'oiseau qui tape contre le bouton, là,
et que quand il tape sur le bouton, d'un coup, le manger tombe, eh bien après, il fait l'apprentissage que si je tape sur le bouton, il y a à manger qui tombe. Cette forme de conditionnement-là, c'est un apprentissage qui renforce le truc. Et donc, ça me dit, ah tiens, ce que je fais, ça fonctionne. Et c'est là que dans le débrief de la compétition avec cet athlète, je voudrais te donner un plan très précis pour être capable d'enseigner ça aux athlètes. Parce que souvent, ils savent pas le faire et ils vont avoir tendance à le percevoir comme j'ai gagné ou j'ai raté, mais être incapable d'aller plus dans la précision que ça. Alors, comment le faire mieux? Eh bien, dans son cas, on a pris chacune des étapes pour accomplir ce qu'il y a à accomplir. Lui, au début, il m'a juste dit, j'ai pas plaqué ma figure. La figure, bon, comme ils font pas tous cette figure-là et que je tiens à conserver l'anonymat, admettons qu'on parle du backflip, le salto arrière. Évidemment, au niveau Coupe du Monde, ils font bien plus que ça. Donc, il me dit, voilà, j'ai pas plaqué le backflip, donc ça n'a pas marché, donc j'ai raté. Il était pas loin de me dire, donc j'ai été nul. Et moi, je lui dis, ok, apprends-moi à faire un backflip, de quoi il y a besoin. Et là, je vais forcer l'athlète à décomposer, comme un petit peu des petites briques, des petits Legos, de c'est quoi l'assemblage de pièces dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre le truc final. Et donc, on avance comme ça. Et il me dit, là, au début, tu dois d'abord avoir la bonne vitesse. Tu dois t'élancer et prendre la bonne vitesse. Je lui dis, attends, parce que je crois que d'abord, tu dois être au départ et il y a quelque chose à faire. Et il me dit, ah oui, c'est vrai qu'il faut d'abord décider, prendre la décision que tu vas oser lancer ce tricks. Alors, une fois qu'il a pris la décision d'oser faire ce tricks, ensuite, il doit prendre la bonne vitesse. En général, ça veut dire foncer jusqu'au tremplin, aller tout droit. Et là, quand il arrive sur le tremplin, je lui ai demandé de quoi tu as besoin. Et donc, il m'a dit, je dois lancer la figure suffisamment à plat et pas la désaxer. Et ensuite, il m'a parlé de toutes ces étapes comme ça. Il y avait par exemple aller chercher le grab tôt. Vous savez, le grab, c'est quand on va venir chercher à tenir la planche en l'air pour être plus stylé ou pour accélérer la rotation, etc. Et puis, il m'a parlé de la réception aussi. Il m'a dit, d'abord, il faut que mon regard, je le mette sur le bout du tremplin, on appelle le knoll, et qu'il faut pas que je le lâche de là. Il faut que je continue de regarder cet endroit-là jusqu'au moment où je plaque. Ensuite, pour plaquer, je dois d'abord aller chercher la réception avec les pieds pour pas me faire écraser dessus. Je dois aller la chercher en détendant mon corps. Et puis, je dois garder le buste droit. Et après, je dois amortir la réception. Donc là, on pourrait avoir, 10 étapes, par exemple. Et donc, une fois que j'ai demandé, et je t'invite à retenir cette technique que je te donne, puisque tu pourrais l'utiliser à tes athlètes, une fois que je lui ai dit, OK, apprends-moi à faire un backflip, de quoi il y a besoin, et qu'il m'a décrit les étapes de la première à la dernière, en partant de je décide de faire le saut jusqu'à j'ai plaqué, là, je vais dire, OK, reviens dans le moment de la compétition, ferme les yeux et souviens-toi de ton run. Au début, est-ce que c'était validé ou pas validé? Prendre la décision d'oser le faire. Ah, c'était validé. OK. Et là, je continue. D'ailleurs, il me coupe et il me dit, attends, je me rends compte qu'il y a un autre truc qui est important, c'est qu'au moment où je m'élance pour faire ce trick, je dois prendre du plaisir, je dois être content de l'envoyer. Donc je lui dis, OK, ça c'était validé ou pas? Il me dit, ah oui, ça c'était validé. Après, je lui dis, tu m'as dit que tu devais arriver avec la bonne vitesse. Ça c'était validé ou pas? Ils m'ont dit, ah non, ça c'était pas validé. Et OK. Après, tu m'as dit que tu devais déclencher bien à plat. Ça c'est validé ou pas? Il m'a dit, ah non, parce que quand j'arrive pas avec la bonne vitesse, ça me force à déclencher beaucoup plus fort et du coup j'ai tendance à désaxer. OK, on continue. Tu m'as dit que tu devais prendre le grab tôt. Est-ce que ça c'était validé ou pas? Il m'a dit, ah oui, ça pas de problème, c'était validé. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il n'a pas du tout raté tout comme il le percevait auparavant, comme ces skieurs qui pensent avoir raté toutes leurs manches parce qu'ils n'ont pas de chrono en bas. En fait, il a raté des petites briques. Et qu'est-ce que ça change de remarquer qu'il a raté des petites briques? C'est que ça devient beaucoup plus actionnable de progresser pour la prochaine fois. C'est aussi que ça remet complètement en question le résultat final, puisque par exemple, quand la France perd en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, le match de foot, ils n'ont pas été nuls, probablement. D'ailleurs, il y a eu des sacrées remontées, il y a eu des performances de Kylian Mbappé, pour ceux qui ont regardé, il y a eu des choses où ça s'est mal passé et ils ont été capables de rebondir. Et puis à la fin, ça se perd au tir au but. Et donc c'est une petite chose. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin de tout changer dans cette équipe de France, peut-être qu'il y a besoin d'être plus performant au tir au but. Et dans le cas de ce snowboarder-là, eh bien c'est marrant, parce que je lui ai dit, OK, tu m'as dit que tu n'avais pas la bonne vitesse. Comme je connais un peu le sport, d'ailleurs, ça c'est vraiment un atout, moi je trouve, pour les préparateurs mentaux qui connaissent la discipline dans laquelle ils entraînent les athlètes, je suis moi-même snowboarder, c'est que j'ai pu lui poser la question, OK, imagine que tu aurais eu la bonne vitesse, à quel point ça aurait influencé la réussite de tous les autres éléments? Et il m'a dit, si j'avais eu la bonne vitesse, c'est 75% sûr que j'aurais plaqué. Donc juste changer ce truc-là aurait pu, d'après lui, et il en est certain parce qu'il a déjà fait plein de fois ce trick, et plein de fois il s'est élancé sur un saut, et il sait à quel point la vitesse ça compte, il peut remarquer que s'il avait changé ça, ça aurait eu des conséquences énormes. Et du coup, on passe de globalement, je sais rien faire, je suis un gros nul, à spécifiquement, juste si je change ce truc, qui d'ailleurs est simple comme tout, parce que franchement, avoir la bonne vitesse, c'est difficile à faire, parce que ça demande de l'engagement, ça demande de bien repérer les lieux et tout, mais à un moment donné, c'est assez simple.
Changer ce détail-là change au final énormément de choses. Mais le seul moyen d'y accéder, c'est que l'athlète reconnaisse les petits Legos, les petites étapes pour atteindre ce qu'il veut. Et souvent, je vais voir beaucoup d'entraîneurs faire l'erreur, après une compétition comme celle-ci, d'aller voir pourquoi ça n'a pas marché. Et là, j'ai fait cette chose contre-intuitive avec lui, qui est d'aller voir qu'est-ce qui a marché. Parce qu'au moment où l'athlète se dit « Putain, rien n'a marché », moi, dans ma tête de coach, je me dis « Lui, il généralise, je vais aller voir avec lui qu'est-ce qui a marché ». Et pas en mode naïveté gentille. « Ah, mais oui, mon chéri, t'as raté, mais c'est pas grave, tu sais, en ce moment, il se passe des choses plus graves en Israël. Puis il y a des gens qui n'ont pas à manger et tout ça. » Non, non, pas dans ce truc naïf de... Évidemment, il y a des choses qui sont très graves, mais si tu dis aux athlètes toutes les misères du monde pour les aider à rebondir, et qu'ils ont la chance d'être en bonne santé et tout, ça va pas les aider, parce que le projet, il est extrêmement important pour eux. Mais si à la place, tu les aides à aller voir spécifiquement ce sur quoi ils ont été bons, ça va faire une grande différence. Et pour ça, je vais te donner une analogie que tu peux utiliser avec eux, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, pour leur faire comprendre comment ça fonctionne. Voici l'histoire que tu peux raconter. Pourquoi ? Parce que chaque fois que tu utilises une analogie pour aider quelqu'un, c'est comme si tu lui forçais à avoir un nouveau message qui rentre dans son cerveau, une façon dont il ne l'avait pas perçu auparavant. Et grâce à ça, tu vas pouvoir installer une idée à partir de laquelle tu vas construire toute la suite. Pourquoi je te dis ça, avant de passer à l'analogie du restaurant ? Parce que quand je m'adresse à ce jeune et que je suis en train d'aller chercher avec lui qu'est-ce qu'il a bien fait, au début, dans sa tête, ça fait « Eh non, j'ai raté la compétition, je veux pas aller voir. » Tu vois. Pour lui, cette compétition, elle est presque à oublier ou elle est nulle, il l'a ratée, donc il veut pas aller voir. Et surtout, il me prend pour un débile au moment où je lui dis « Il y a quelque chose que tu as réussi et on va aller chercher ça. » Puisque, mets-toi à la place de l'athlète, quand tu as la perception d'avoir complètement raté, si quelqu'un vient te voir en te disant « Ah bah dis-moi ce que tu as réussi de bien à faire », ça peut être déstabilisant, tu as l'impression qu'on t'écoute pas ou qu'on te prend pour un enfant qui se satisferait de presque rien, alors que les gars, c'est des athlètes de haut niveau, et une des qualités qu'ils ont, c'est probablement d'être tellement insatisfaits avec leur situation qu'ils font les efforts à l'entraînement, en préparation physique et sur le terrain pour devenir meilleurs. Alors voici l'analogie que j'ai utilisée pour lui faire comprendre le principe, pour qu'ensuite il veuille bien travailler avec moi sur ce que j'ai décrit depuis le début du podcast. Je lui dis, imagine, tu as un restaurant. Et dans ce restaurant, tu n'as pas atteint le résultat final, puisque tu viens de renverser la tartiflette sur les jambes de la dame qui était assise à sa table en attendant la tartiflette. Et c'est même pas toi qui as fait ça, parce que toi tu diriges le restaurant, c'est ta serveuse qui vient de renverser la tartiflette sur les jambes de la cliente. Alors à ce moment-là, tu pourrais être un chef de restaurant très mauvais et aller voir tous les salariés du restaurant et leur dire, vous savez quoi, vous êtes tous des nuls, vous êtes virés, puisqu'on n'a pas atteint le résultat. On devait livrer une tartiflette bien posée sur la table et que la cliente adore la manger, et elle l'a pas eu, elle l'a eu par terre et sur ses jambes, et en plus elle s'est brûlée la cuisse. Mais si tu étais un bon manager dans ce restaurant, qu'est-ce que tu ferais ? Tu serais capable de remarquer que ton commis de cuisine qui est allé faire les courses au marché pour chercher la bonne salade à mettre avec la tartiflette, l'autre qui est allé chez le meilleur ouvrier de France chercher du bon fromage, et qui, étape par étape, a amené ça dans la cuisine, et le chef de cuisine qui a guidé tout cet orchestre pour cuire la viande, par exemple. Bon, évidemment, ceux qui connaissent bien la tartiflette vont me dire qu'il n'y a peut-être pas un commis viande pour une tartiflette, mais vous m'avez compris. Tous ces gens-là, dans la cuisine, jusqu'au moment où ils tapent sur la cloche et le serveur vient chercher au bon moment la commande, sans perdre de temps, puisque ça aussi c'est une réussite, quand le serveur il vient rapidement chercher la commande. Toutes ces étapes-là ont été validées. C'était très très bien, jusqu'au moment où elle a mis un coup de pied dans la table et elle a renversé les tartiflettes sur la jambe de la cliente. Le mauvais chef de restaurant va engueuler tout le monde et virer tout le monde. Le bon manager, lui, va être capable d'aller voir spécifiquement ce qui a bien marché, de féliciter ce qui a bien marché, bah oui, parce qu'il va falloir aller remercier le commis de cuisine qui a eu la bonne décision d'acheter cette salade-là, ce fromage-là, et qui est arrivé à l'heure au travail, qui a bien fait le job. Et puis, il va falloir parler avec cette serveuse qui se prend les pieds dans la table et qui renverse la tartiflette. Donc voilà, tu vois, là, en 2 minutes, et j'ai vraiment exagéré parce que c'est un podcast, mais ça m'aurait même allé beaucoup plus rapidement que ça, je t'ai montré une histoire pour te montrer à quel point c'est important d'aller rendre spécifique. Et en fait, en PNL, en programmation neurolinguistique, on a cette façon d'analyser le langage qui s'appelle le métamodèle, dans lequel, juste un des critères, de la même manière que, tu sais, en tennis, quand tu joues au tennis, tu as le critère pour que la balle soit liftée, tu as le critère que la raquette, elle doit frotter d'une certaine façon sur la balle, et la balle, elle doit tourner sur elle-même ensuite. Okay, ça, c'est un critère de réussite. Eh bien, un critère de non-réussite de la communication, un critère de non-réussite du langage, c'est la généralisation, et on en fait tous les jours, on n'a pas un langage parfait. Et donc, quand l'athlète, il me dit « ça n'a pas marché », moi, je vois la critère, il n'a pas réussi son coup droit du langage, il n'a pas réussi son lift,
il y a une généralisation, boum, je vais aller checker ce truc, on rentre dedans. Et c'est comme ça qu'on peut complètement, et c'est ce qui s'est passé lors de la séance, transformer le regard d'une personne sur ce qu'elle a vécu et le faire passer de en fait, il fallait que je mette cet événement-là à la poubelle à waouh, j'ai réussi à faire des trucs. Notamment parce que l'athlète dont je vous parle, cette figure qu'il l'a pas plaquée, eh bien, il l'a plaquée au training quelques jours avant. Et donc, quand tu plaques la figure au training, ça veut dire que tu es capable de la plaquer sur le même kick, sur presque la même neige, sur cette compétition en Suisse, que tu sais déjà que ça sera la même compétition l'année prochaine au même endroit. Est-ce que ça, c'est pas extrêmement intéressant dans le but d'atteindre un objectif dans 1 ou 2 ans, de pouvoir dès maintenant valider ça? Surtout quand, quelques jours auparavant, le questionnement de la personne, c'est est-ce que je devrais arrêter mon sport? Ou même, sur cette figure, je suis tombé, j'hésite à la refaire, voire même je veux plus la refaire, voire même le fait que je sois tombé dessus, c'est un indicateur que je devrais arrêter mon sport. Et c'est là que je voudrais faire du lien avec autre chose encore dans cet épisode, c'est de quelle manière, en allant chercher spécifiquement ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, ça te permet de construire des étapes dans la tête du jeune. Pourquoi des étapes? Parce que tout le monde voudrait déjà être arrivé au point d'arrivée. Tu vois, on a un rêve. Alors, je sais pas si aujourd'hui tu gagnes 1 000 € et tu veux gagner 10 000, mais t'aimerais bien que ça soit déjà fait. Je sais pas si aujourd'hui t'as pas le corps de rêve et tu le voudrais, mais tu voudrais que les abdos ils soient déjà là. Eh bien, on voudrait tous arriver immédiatement au résultat final. Moi, quand je commence à faire la cuisine, j'aimerais bien que ça soit déjà fini d'être cuisiné. Souvent, c'est ce qu'on aimerait. Et revenir à chacune des petites étapes, ça va permettre de voir qu'on est en train d'avancer sur le chemin. Parce que une des pires choses qui peut arriver pour les athlètes, c'est d'avoir l'impression que ça n'avance pas. Et c'est très facile d'avoir cette impression-là lorsque le résultat final n'est pas là. Alors que peut-être tu es en train d'avancer de ouf. Imagine 2 entrepreneurs. Il y en a un qui commence à vendre des produits tous les jours et il y en a un autre qui se dit je vais écrire un livre qui va être best-seller, il va être fantastique. Celui qui vend tous les jours, je sais pas, des coca dans la rue, je sais pas si c'est autorisé, mais celui qui vend tous les jours, il fait du chiffre d'affaires en plus que l'autre qui est chez lui en train d'écrire son livre. Et après 1 an, il y en a un qui a récolté beaucoup plus d'argent que l'autre, puisque celui qui a écrit le livre est toujours à 0. Mais le jour où celui qui publie le livre va le publier, d'un coup, il étend complètement son levier et il va pouvoir toucher beaucoup plus de personnes et probablement gagner plus d'argent, puisqu'un livre, il est diffusable à une énorme échelle. Et c'est aussi plus mémorable, ça va lui créer un nom dont les gens se souviennent. Bref, il y a plein de choses. Et ça, si celui qui a écrit le livre est centré tous les jours sur la compétition avec l'autre de comment je peux faire pour gagner de l'argent, bah après 1 semaine, il va vite arrêter d'écrire son livre, tandis que l'autre a fait des ventes tous les jours. Et c'est pour ça que chez les athlètes, ça va être tellement important de les replacer dans un projet à long terme, parce que leur cerveau a tendance automatiquement à les placer dans quelque chose de très court terme. Est-ce que j'ai atteint ce que je voulais ou pas? Mais le seul secret de la performance, s'il y en a qu'un, c'est que ça se construit à long terme. J'adore cette phrase qui dit rien de grandiose ne s'est jamais fait du jour au lendemain. Pourtant, la plupart des athlètes voudraient réussir plus facilement, faire face à moins de difficultés. Mais en vrai, c'est pas là qui sont les apprentissages. Et dans cet épisode, plutôt que de juste te dire je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, merci Nelson Mandela, j'avais envie qu'on aille plus loin, en allant voir justement comment est-ce qu'on fait ça. Parce qu'il suffit pas d'avoir l'idée en tête, il faut aussi savoir le faire d'un point de vue pratique. Et donc les étapes, souviens-toi, c'est une analogie pour montrer à la personne qu'elle a besoin de changer de façon de voir sa compétition. Elle veut pas être un chef de cuisine qui virerait toute son équipe alors qu'il y a juste une serveuse qui s'est trompée. Peut-être qu'il faut juste virer la serveuse ou former la serveuse. Donc, une analogie. Puis, je demande à l'athlète de m'expliquer de quoi il y a besoin pour atteindre ce que tu veux. Et là, il doit me décrire les étapes. Donc, c'est quoi les étapes pour plaquer ce trick? C'est quoi les étapes pour gagner ce match de basket? C'est quoi les étapes pour accomplir cette course de vélo, etc. Et je reprends ensuite les étapes une à une avec l'athlète et je lui dis, OK, repense à ton truc que tu as raté là, à l'échec que tu as la perception d'avoir eu. Est-ce que ça, c'est validé ou pas validé? Validé ou pas validé? Validé ou pas validé? Et j'insiste à chaque fois qu'il me dit validé, je dis, ah bon? Ah, mais je peux même être sarcastique. Dis-moi, je croyais que tu avais raté. Là, ce que tu me dis, c'est que tu as pris le grab assez tôt, très tôt. Bravo. Ah, je suis étonné, hein, je pensais que tu avais tout raté. Et tu vois, tu peux même les pousser comme ça si tu veux, jusqu'au moment où la personne te dit, ah ouais, en fait, c'est mieux que ce que je croyais. Et quand elle te dit ça, quand elle te dit c'est mieux que ce que je croyais, t'as gagné. Très bien, maintenant, s'il y a un entraîneur, un manager, un parent ou je ne sais qui aurait besoin d'aider ses athlètes à apprendre des difficultés, à remettre du positif et surtout à aller voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à accomplir, partage-lui le podcast pour qu'il puisse ensuite utiliser cette méthode-là et en profiter. Souviens-toi, quand la personne te dit
Waouh. En fait, j'ai fait mieux que ce que je croyais. C'est le moment où t'as gagné. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!